nous sommes de retour sur le plateau d'Acheter Louer TV, la web TV de l'immobilier. Je vous rappelle que nous sommes ensemble sur tout ce salon de l'immobilier de la Porte de Versailles. Alors un mot avant de commencer pour remercier nos partenaires, Habitea, Rentabilimo, le groupe David Immobilier et enfin Habitea. Mon invité est Laurent Vimont, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du réseau Sainte-Turie 21. Alors Sainte-Turie 21 on connaît bien, néanmoins vous pouvez nous dire quelques mots pour présenter votre activité ? C'est un réseau qui représente aujourd'hui 900 agences et environ 6000 collaborateurs qui exercent tous les métiers d'immobilier, la transaction, environ 40 000 ventes par an, la gestion locative avec un peu plus de 110 000 lots en gestion, le métier de syndic et puis l'immobilier commercial avec en particulier les transactions sur fonds de commerce. Traditionnelle question sur les prix. Après 15 ans quasiment de hausse consécutive, on s'attend cette année à une baisse dans certaines régions, voire une stagnation dans les zones plus tendues. Quel est votre pronostic ? Alors, deux choses. La première, c'est qu'on a constaté en 2011 que le marché avait déjà corrigé et qu'il y avait quasiment toutes les régions françaises qui avaient baissé et réaugmenté entre 2010 et 2011, sauf Paris et la région parisienne. Mais dès le second semestre 2011, on a vu en Seine-et-Marne par exemple, les prix commencer à baisser. Donc on est sur un marché qui cherche un nouvel équilibre. Le pronostic, appelons-le comme ça pour 2012, c'est que le marché va d'abord gripper sur les volumes de vente. On estime qu'il y aura entre 15 et 20% de ventes en moins en 2012 et que sur les prix, on risque d'avoir des cycles extrêmement courts de baisse et de hausse. Et que le pronostic que moi je livre, c'est que le marché ne baissera pas en prix en 2012, mais corrigera en permanence entre baisse et hausse. Finalement, est-ce que c'est un mal nécessaire ? Il fallait cette correction ? Alors cette correction, elle est due à deux paramètres. Le premier, c'est que les taux avaient beaucoup baissé jusqu'à fin 2010 et que cette baisse des taux a rendu plus d'acheteurs solvables et les solvables avec une enveloppe plus importante et que ça a pesé sur une offre qui est toujours la même et que ça a fait monter les prix. Le problème, c'est que quand les prix montent et que d'un seul coup les taux remontent aussi, il y a moins d'acheteurs solvables et donc les vendeurs doivent adapter leur prix de mise en vente au budget des clients acquéreurs. Est-ce que les transactions ont commencé le volume des transactions a commencé à baisser chez vous, Sainte-Turie 21 ? Il avait baissé dès 2011, il continue à baisser en 2012, en sachant quand même que quand on compare le premier trimestre 2012 et suite 2011, on était extrêmement haut en 2011. Donc on est sur une base de moins 10, moins 15 depuis le début de l'année, et je n'exclus pas que les chiffres qu'on aura dans quelques semaines maintenant sur le prix de marché en 2012 soient aussi baissiers au niveau national et dans les régions. Avec ces corrections, est-ce qu'on peut dire du coup qu'il y a de nouvelles opportunités à saisir pour les acquéreurs ? L'immobilier, ce n'est pas forcément une affaire d'opportunité. Quand les taux sont bas, les prix montent. Faut-il acheter ? Je ne sais pas. Et quand les taux remontent, les prix baissent. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, les taux sont à 4%, ce qui est quand même relativement raisonnable, et que les gens qui se positionnent le font parce qu'ils ont un projet de vie. Et que acheter quelque chose, c'est une histoire de projet plus que d'opportunité. C'est la synthèse entre un projet, un budget et puis un appartement ou une maison. Et que donc le seul conseil qu'on puisse donner, c'est de ne pas acheter à n'importe quel prix et puis de voir si le budget qu'on a permet d'acheter quelque chose. La nouveauté en 2011, c'est qu'on a vu une catégorie d'acheteurs qui ne peut plus acheter sa résidence principale se positionner comme investisseur et préparer sa retraite ou préparer son avenir en achetant un petit appartement, un studio, un 2 pièces, avec un petit crédit, en le mettant en location et utilisant ensuite la revente pour avoir un apport plus important. Donc l'immobilier, ce n'est pas uniquement acheter sa résidence principale, c'est aussi investir dans la pierre. L'investissement locatif, c'est vraiment une bonne piste pour se constituer un patrimoine ? Ben oui, parce que ça permet à la fois, grâce au crédit, d'avoir un effet levier lié à l'endettement, où on n'est pas obligé d'avoir la somme nécessaire pour acheter, où le crédit permet de rembourser du capital grâce, entre autres, au loyer. Et puis, une fois qu'on a fait ce capital, on est certain qu'il ne disparaîtra pas, c'est-à-dire qu'ils ne font pas comme des jeux au soleil, et on dispose de deux choses, la plus-value liée au logement et le remboursement partiel du crédit. Puis effectivement, ces derniers mois, on a vu un phénomène nouveau, à savoir une décollecte de l'assurance vie, une décollecte record et également une désaffection pour la bourse. Vous avez vu arriver cette nouvelle clientèle chez vous ? Oui, dans les investisseurs, les investisseurs représentaient 14% des ventes il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, c'est quasiment 18% et à Paris, c'est 30%. Donc il y a vraiment un phénomène de pierre, que la valeur refuge absolue. On est certain que ça ne bougera pas d'abord et que les prix ne baisseront pas de 30% dans les 2 ans qui viennent. Tout à fait. Parlons à présent des vendeurs. Lorsqu'un bien ne part pas, c'est que forcément il est surcoté, il y a un problème ? Alors, il y a 2 raisons qui peuvent expliquer une non-vente. La première, c'est le mauvais moyen de promotion, c'est-à-dire que le bien n'a pas été assez exposé, ou alors qu'il n'est pas forcément en état
permettant à l'acheteur de se projeter. L'autre raison, effectivement, c'est le prix. Et la plupart des vendeurs qui vendent quelque chose d'important à leurs yeux, hein, c'est le patrimoine d'une vie, et puis c'est ses souvenirs, c'est les choses qu'on laisse et qu'on ne peut pas emmener avec soi, ont tendance à surestimer leur mandat parce qu'ils estiment qu'ils sont le seul mandat à vendre du secteur. Là où les acheteurs, eux, font le tour du marché, voient tous les appartements en vente et ne sont pas touchés par le côté affectif. Donc un vendeur qui met aujourd'hui en vente, il a tout intérêt à bien étudier le marché, non pas sur les prix de mise en vente, mais sur les prix de vente réels, et de fixer un bon prix quand il veut vendre. Et quand le prix est bon, donc dans le marché, ça se vend sans difficulté. Alors ces dernières années, on a vu être mis en place un certain nombre de dispositifs d'aide à l'accession à la propriété, comme le PTZ+. Quel est votre regard sur ce dispositif ? Moi, j'ai une théorie qui est un petit peu décalée. Je considère que l'État n'est pas là pour aider le marché de l'ancien qui ne produit strictement rien, puisque le marché de l'ancien, c'est la rencontre entre une offre détenue par des particuliers et une demande faite par des particuliers qui ne produit ni des voitures ni des immeubles. Et que s'il y a des aides à apporter, il faut les apporter en amont en favorisant la production de logements en France. On estime en France qu'il manque entre 500 000 et 800 000 logements et que tant qu'on n'aura pas résolu ça, les prix de l'ancien monteront, puisque en face, la demande est nombreuse et solvable. Donc quand l'offre est décalée, dans l'économie moderne, les prix montent. Ma perception du marché, ou en tout cas de l'évolution de ce marché, c'est qu'il faut favoriser la libération de foncier. Alors il y a des friches appartenant à des grandes sociétés que je ne nommerai pas, qui sont à l'abandon et qui pourraient servir à construire. Il y a le système des baux amphithéotiques permettant de baisser le coût de construction avec un prix d'achat de terrain qui n'existe pas. Et puis il y a une question dans les zones hyper tendues, et c'est là qu'il faut se poser la question, c'est la transformation des immeubles de bureaux en habitation, qui aujourd'hui sont victimes de normes qui ne permettent pas la transformation, trop élevées, trop coûteuses. Et donc on a des mètres carrés qui sont vides. Et c'est en se posant toutes ces questions, donc en intégrant toute la chaîne de production du neuf à l'ancien, qu'on trouvera les solutions, en aucun cas en aidant financièrement, ce qui est pour moi un pansement sur une jambe de bois. Et sur le prêt à taux 0+ dans l'ancien, il y en a eu 300 000 d'accordés en 2011. Je suis certain que les 300 000 n'étaient pas utiles pour pouvoir acheter, que ça a été des prêts d'opportunité et qu'ils ont juste servi à faire monter les prix parce que l'offre est toujours la même et qu'elle ne monte pas, elle. En clair, vous dites que le PTZ+ n'a pas toujours été un déclencheur de l'achat ? Non, c'est un prêt d'opportunité. Qui peut, dans un financement, refuser d'avoir un prêt à taux 0+? Personne, autant l'utiliser. Donc, qu'il soit utilisé plutôt dans les zones extrêmement tendues, pourquoi pas, mais ça fait encore monter les prix. La seule solution, c'est de s'intéresser à ce qui se produit en amont, de mieux produire et pas n'importe où en France. C'est pas la peine de faire 150 logements à Guéret dans la Creuse. En revanche, s'intéresser à la recherche de solutions foncières dans les zones hyper tendues, les grandes villes de France, ça a du sens. Et il y a des solutions. Marseille, par exemple, a trouvé une solution en confiant à un promoteur un terrain qui a été vendu à bas prix, en imposant au promoteur un prix de vente maîtrisé et en imposant à l'acheteur de ne pas le revendre en dépassant un prix. Donc il faut trouver des solutions nouvelles. L'État n'a plus d'argent. Alors justement, une mesure qui a beaucoup fait la une, c'est les fameux 30% de constructibilité en plus. Est-ce que ce n'est pas justement une mesure qui risque de faire monter le prix du foncier ? Alors, pour le neuf, je n'ai pas un avis arrêté, je ne suis pas un spécialiste. Ce que je peux dire en revanche pour l'ancien, c'est qu'il y a deux conséquences possibles. La première, dans les zones tendues toujours, toutes les maisons de 4 pièces qui ont utilisé leur COS à 100% disposeront dorénavant de 30% de constructibilité pour l'acheteur. Je ne pense pas que ça change le prix de vente. Et deuxièmement, dans les villes comme Paris, les copropriétés qui aujourd'hui ont des charges extrêmement élevées, qui pourront vendre 30% d'espace, de mètres cubes d'air, peuvent peut-être utiliser le prix de vente de ces mètres cubes d'air pour remettre leur logement aux normes et payer moins de charges en les passant en BBC. Donc il y a des projets qu'il faut inventer, il faut être inventif, créatif et utiliser des dispositifs qui ne coûtent rien à l'État pour être intelligent et efficace. Alors justement, être inventif et créatif, ça s'applique évidemment aussi aux professionnels de l'immobilier. On entend dire ici et là que dans un marché un petit peu plus compliqué, un petit peu plus incertain, attentiste, les professionnels ont véritablement un rôle à jouer, une valeur ajoutée à apporter. Mais ce qu'il faut intégrer, c'est quand vous êtes sur un marché dont les prix montent de 10% par an, quand un vendeur surestime son bien et qu'il vend tout seul, 6 mois, 8 mois, 12 mois après, le marché a récupéré une partie de son erreur d'estimation. Quand le marché est stable, ça n'arrive pas, et quand le marché baisse,
encore moins. Donc l'agence, dans un marché plus compliqué, a d'abord une expertise que n'a pas le particulier, et puis deuxièmement, peut lui apporter un ensemble d'informations pour définir ce bon prix et ne pas se tromper. On a tous tendance, quand on vend, à imaginer qu'on va vendre en 3 mois. Le problème, c'est quand il y a un projet derrière et qu'on s'est trompé, il y a des conséquences qu'il faut chiffrer. Et l'agent est, à mon avis, plus performant pour apporter les bonnes recommandations. Quel type de nouveaux services vous apportez à vos clients chez Century 21? Ben, bizarrement, on est en train de s'interroger sur quels sont les services de base attendus par le client. C'est-à-dire qu'on a récemment fait une grande enquête Ipsos sur la perception que les Français avaient de l'agence immobilière. Et ce qui en ressort est que les clients attendent 3 choses. La première, c'est d'être considérés. Et être considéré, ça commence par être accueilli correctement, ça commence par vous offrir un verre d'eau et vous faire asseoir, qu'on soit locataire ou vendeur, qu'il y a une différence de perception de considération par rapport au statut. C'est-à-dire que les vendeurs sont des gens qui sont considérés, les locataires nettement moins, ils le sentent bien. Et ils le font payer cher quand ils sont mal reçus et qu'ils vont acheter 5 ans après. Ils ne vont pas par l'agence. La deuxième chose, c'est d'avoir affaire à des spécialistes, des conseillers et pas des commerciaux, avec des compétences juridiques, fiscales, financières et même techniques du bâtiment. Et puis la troisième chose, c'est de remettre dans la relation de la chair et du sang, en s'intéressant plus au projet du client, à son histoire, qu'à une histoire purement financière ou au bien qu'on a en vente. Donc c'est ces 3 points qu'on est en train de travailler. Sur le reste, on a un ensemble d'outils. Alors c'est pour un vendeur qui met en vente un extranet permettant de suivre la vente de son bien, pour l'acheteur le push acquéreur permettant d'avoir directement accès aux nouvelles annonces qui remontent, plus des tas d'outils via iPhone, iPad, enfin tous les grands classiques qu'on a sur Internet. Mais pour moi, la clé dans un métier de service, c'est plus une histoire de personnes, de compétences et d'aptitudes que de nouvelles technologies. Alors, dernière question, c'est sur la formation, parce que ces 3 points que vous venez d'évoquer, comment vous les transmettez à vos équipes? Comment ça se passe? Est-ce qu'elles sont formées régulièrement? Alors, il y a 2 sujets. D'abord, on réalise en 2011 un peu plus de 15 000 jours de formation dans l'année, et on est en train de basculer vers un système où la formation sera obligatoire. C'est-à-dire que chaque franchisé et chaque conseiller immobilier devra se former pour pouvoir exercer le métier. Mais on veut aller plus loin et on est en train de discuter avec la FNAIM, l'UNIS, Orpi, tous les grands réseaux pour que cette formation initiale soit obligatoire pour tout le monde, tous les négociateurs, et que nos clients, tous les clients de la profession, aient un minimum de compétences pour exercer ce métier. Je prends un exemple, quand on vend de l'assurance, il faut une capacité. Quand on vend des produits bancaires, il faut avoir été formé. Et quand on est négociateur, il ne faut rien. Donc je considère dans un métier aussi important où on gère le patrimoine de quelqu'un qui vous confie son budget et son projet, il faudra en amont avoir un minimum, alors entre 100 et 200 heures de formation juridique, fiscale et financière. Vous militez en faveur d'une sorte de certification? Oui, une espèce de diplôme initial, mais qui n'est pas une aptitude scolaire. Le bac+2 n'a jamais rendu ni intelligent ni compétent, mais de quelque chose de très spécifique pour la profession où effectivement, il faille passer un diplôme pour avoir sa carte professionnelle. Merci beaucoup Laurent Vimont d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre accueil. Voilà, et donc je vous rappelle que Acheter Louer TV, c'est pendant tout ce salon de l'immobilier à la porte de Versailles que nous recevons sur ce plateau de très nombreux invités, des courtiers, des réseaux, des agents, des constructeurs immobiliers effectivement. Donc à très bientôt pour tous ces rendez-vous. Merci.